comment chaque producteur décide-t-il des quantités à produire sur un marché concurrentiel? Nous allons nous pencher sur l'exemple de la production d'ail rose à Lautrec et prendre l'exemple d'un producteur d'ail rose, Alain. Il y a un certain nombre de tâches à effectuer pour produire de l'ail rose et ces tâches sont communes à quasiment tous les producteurs. Les manières de produire sont sensiblement les mêmes. Il faut d'abord trier la semence, préparer la terre des champs, planter les cailleux, qui sont les grains d'ail, sarcler les plants, ôter la hampe florale, qui empêche le développement de la tête d'ail. Ensuite, arracher l'ail et le conditionner en paquet pour le faire sécher, couper les racines, peler l'ail jusqu'à la dernière peau, sélectionner les calibres, peser, faire les grappes, étiqueter et conditionner. Comme vous pouvez le constater, la main-d'œuvre est primordiale, surtout à la fin du processus de production. Cependant, si chaque nouveau travailleur permet d'augmenter la production totale, cela se fait à un rythme de plus en plus faible. En effet, à court terme, Alain ne peut modifier ses méthodes de production. Et à partir d'un certain moment, les travailleurs vont se gêner. La coordination entre les différentes tâches va se faire avec davantage de perte de temps. Celui qui, par exemple, fait les grappes va attendre que le triage soit effectué, ou celui qui doit effectuer le triage n'aura pas à sa disposition suffisamment d'ail dont les racines auront été ôtées. Cet état de fait se rencontre en fait dans un certain nombre de productions et cela donne un cadre particulier et spécifique à notre modélisation. Afin de déterminer les quantités à produire, Alain doit tenir compte avant tout de ses dépenses. C'est ce que nous appelons les coûts de production. Parmi les coûts de production, certains sont dits fixes. On va les noter CF, car ils ne varient pas à court terme. Et ils ne varient pas avec les quantités produites. Par exemple, la terre, un hangar de séchage, un atelier de triage, le tracteur. D'autres coûts sont dits variables. On va les noter CV, notamment parce qu'ils varient avec les quantités produites. C'est essentiellement le coût du travail, mais aussi le coût de la semence, le coût de l'étiquetage. La somme des coûts variables et des coûts fixes donne ce que l'on appelle le coût total, noté CT. Nous allons maintenant observer à travers ce tableau les coûts de production d'Alain à travers un exemple fictif. Nous avons ici le coût pour une production de 0 grappe. Pour une production de 0 grappe, il ne demeure que les coûts fixes. Le coût total sera donc égal au coût fixe. Par contre, pour une production de 15 grappes, le coût total sera bien la somme du coût fixe et du coût variable et sera ici, par exemple, de 85 égal à 53 plus 32. Mais pour modéliser les choix du producteur, l'économiste calcule aussi un certain nombre d'autres coûts, dont notamment le coût moyen ou le coût par unité produite. Celui-ci est égal au coût total divisé par les quantités produites. On le note coût moyen, CM. Dans notre tableau, c'est le coût qui est dans la 5e colonne. Par exemple, pour trouver le coût moyen de 15 grappes, on réalise le calcul suivant, 85 divisé par 15, et nous trouvons un coût moyen d'environ 5,66 € par grappe de 1 kg d'ail. L'économiste calcule aussi un autre type de coût que l'on appelle le coût marginal. C'est le coût engendré par la production d'une unité supplémentaire. Dans le cas fictif que nous avons étudié, par exemple, une hausse de la production de 20 grappes en passant de 15 kg à 35 kg, que nous allons noter delta Q, a entraîné une variation de coût de 101 €, que nous allons noter delta CT. Le coût marginal est environ, à plusieurs approximations près, égal au rapport entre la variation de ce coût total et la variation des quantités produites. Dans notre tableau, nous pouvons remplir une 6e colonne qui nous donne le coût de la dernière unité produite. Par exemple, le coût de la 15e grappe est de 2,13 centimes d'euros. Le coût de la 35e est d'environ 5,05 €. Nous pouvons aussi réaliser une représentation graphique de ces deux coûts, courbe de coût moyen et courbe de coût marginal, dans un plan
où nous avons les quantités en abscisse, de manière horizontale, et de manière verticale, les coûts, à la fois coût moyen, coût marginal, mais aussi le niveau des prix. La courbe de coût moyen est une courbe décroissante puis croissante, et nous observons que la courbe de coût marginal, qui est une droite et une courbe croissante, coupe la courbe de moyen en son minimum. Ici, pour un niveau de production de 40 grappes et pour un niveau de prix de 5,30 €. Avant la 40e grappe, le coût moyen est inférieur au coût marginal. Le coût, dans cette phase de production, le coût engendré par la production d'une grappe supplémentaire contribue à faire baisser le coût moyen, jusqu'au moment où le coût moyen devient égal au coût marginal, ce qui se passe pour la 40e grappe. Pour la 41e, le coût marginal est supérieur au coût moyen. Cela fait donc augmenter notre coût moyen. À partir de 40 grappes, le coût moyen devient donc croissant et il est inférieur au coût marginal. On s'est intéressé aux dépenses d'Alain, il faut s'intéresser aussi à ses recettes. La recette d'Alain, nous allons l'appeler RT, est égale au prix multiplié par les quantités vendues. Le profit qu'il réalisera, noté ici par la lettre grecque pi, sera égal à la différence entre sa recette totale et son coût total. Le marché de l'aérose est un marché concurrentiel. Sur ce marché, Alain est donc preneur de prix. Chaque grappe sera donc vendue au prix de marché. Ce qui veut dire que le prix de marché est aussi la recette qu'obtiendra Alain pour chaque nouvelle grappe vendue. Ça veut dire en fait que le prix est égal à la recette marginale. Comme toutes les grappes sont vendues au même prix, la recette marginale est aussi la recette moyenne et est aussi le prix de vente. Quelle quantité devra produire Alain pour maximiser son profit ? Il devra produire jusqu'à ce que lui rapporte la dernière grappe vendue soit au moins égal à ce qu'elle lui a coûté. Économiquement, nous notons ça par la formule coût marginal égale à la recette marginale. En effet, s'il vendait une unité de moins, il se priverait d'une possibilité de profit supplémentaire, puisque la recette marginale serait supérieure au coût marginal. D'un autre côté, s'il produisait une unité de moins, il verrait son profit total baisser, puisque la recette marginale sera inférieure au coût marginal. Graphiquement, comment résoudre ce problème de la maximisation du profit d'Alain ? Imaginons que le prix de marché soit fixé à 6,30 €. Alain va appliquer donc la recette économique qui est égalisons le coût marginal à la recette marginale. Graphiquement donc, on trace une droite qui passe par 6,30 € et qui est séquente avec la courbe de coût marginal pour la valeur de 6,30 €. Par projection de ce point sur l'axe des abscisses, on trouve donc la quantité qu'il devra produire. Cette quantité est de 60 grappes. Nous pouvons vérifier en calculant dans notre tableau la recette totale d'Alain et son profit que c'est bien pour une production de 60 grappes que le profit est maximum. Ici, il est de 47. Nous avons complété le tableau de 3 colonnes. La recette marginale, toujours égale au prix de marché, qui est de 6,30 €. La recette totale, égale au prix de marché multiplié par les quantités vendues. Et le profit, qui est la différence entre la recette totale et le coût total. Alain a-t-il intérêt à produire si le prix descend en dessous de son coût moyen ? Si cela dure peu de temps et que le prix permet de couvrir les coûts variables, Alain pourra le faire. Cependant, si cette situation dure trop longtemps, il devra sortir du marché. La courbe d'offre d'Alain se déduit donc de sa courbe de coût marginal. La courbe d'offre d'Alain à long terme est la partie de la courbe de coût marginal qui se situe au-dessus de la courbe de coût moyen. On peut donc déduire de la maximisation du profit d'Alain la courbe d'offre à long terme.